Dans une salle sans fenêtre du Pentagone, une carte est étalée sur une table en acier. Des dizaines de zones rouges recouvrent le territoire iranien, de Bandar Abbas jusqu'à Ispahan, en passant par les faubourgs de Téhéran. L'officier qui a tracé ces lignes affirme, à voix basse, que tout peut basculer en quelques heures. Personne, dans cette pièce, ne le contredit. Depuis 3 semaines, à Washington, des réunions se tiennent derrière des portes closes, loin des caméras et des micros. Selon des informations révélées par la chaîne PBS, ces briefings secrets envisagent une campagne aérienne totale contre les infrastructures militaires iraniennes. Officiellement, le président Donald Trump répète, devant les journalistes, que son administration privilégie la désescalade. Mais dans les couloirs du Pentagone, un autre discours circule, plus froid, plus concret. Des attaques discrètes contre des intérêts américains se poursuivent, malgré les déclarations publiques. Le décalage entre les mots et les actes est en train de devenir explosif. Tout a commencé, selon les premières fuites, par une série de sabotages attribués à des cellules proches des gardiens de la Révolution. Une explosion dans un dépôt logistique utilisé par une coalition soutenue par les États-Unis en Irak. Puis une cyberattaque contre un système de distribution d'énergie dans une base américaine au Qatar, qui a plongé des baraquements entiers dans le noir pendant 6 heures. Les enquêteurs du Pentagone ont ensuite relié ces incidents à des frappes de drones contre des convois logistiques dans l'est de la Syrie. Rien d'assez massif, à chaque fois, pour justifier une riposte ouverte, mais assez régulier pour convaincre les stratèges américains qu'une stratégie d'usure était en cours. C'est cette accumulation, disent les sources proches du dossier, qui a poussé les services de renseignement à préparer un dossier de cible. Un document que peu de gens ont vu en entier, mais dont les grandes lignes ont commencé à circuler. Les batteries de défense anti-aérienne autour de Bandar Abbas et de Boucher, les bases de missiles balistiques enfouies dans les montagnes du Zagros, les sites liés au programme nucléaire, notamment près de Natanz et de Fordo, et les postes de commandement des gardiens de la révolution islamique dans la banlieue de Téhéran. Un plan d'une ampleur rarement évoquée depuis des années. Et vous, sincèrement, si vous étiez à la place du président des États-Unis, avec ce genre de dossier posé sur votre bureau, choisiriez-vous la frappe préventive ou le silence prudent, quitte à laisser filer le temps et le doute? Pendant ce temps, à Téhéran, le commandement des gardiens de la Révolution suit chaque mouvement américain avec une attention presque obsessionnelle. Les rumeurs de frappe imminente, relayées par des médias occidentaux, ont provoqué une réaction en chaîne. Les unités de défense aérienne ont été placées en alerte maximale. Des lanceurs de missiles Fateh 110 ont été déplacés vers des positions dissimulées dans des tunnels creusés à flanc de montagne. Un haut responsable iranien a déclaré, lors d'une allocution télévisée, que toute agression serait accueillie par une réponse proportionnée à 10 fois son ampleur. Une phrase qui a immédiatement fait le tour des chancelleries occidentales. La première étape visible pour le grand public a été la mobilisation navale. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford a reçu l'ordre de quitter la Méditerranée pour se positionner dans le golfe d'Oman, à quelques centaines de kilomètres du détroit d'Ormuz. Autour de lui, une escorte impressionnante. Des destroyers de classe Arleigh Burke, équipés de missiles anti-aériens et de tubes de lancement verticaux pour les Tomahawk, ainsi qu'un sous-marin nucléaire d'attaque, invisible sous la surface, chargé de cartographier chaque mouvement des vedettes rapides iraniennes. Sur le pont du porte-avions, près de 70 appareils attendent, dont des escadrilles de F-35 et de F-16, prêts à décoller en quelques minutes. En face, l'aviation iranienne, vieillissante mais toujours redoutée dans certains scénarios, aligne ses MiG-29 hérités de l'ère soviétique et ses bombardiers Su-24, capables de frapper des cibles lointaines mais vulnérables face à la supériorité technologique américaine. C'est un déséquilibre que tout le monde connaît, à Téhéran comme à Washington. Mais un déséquilibre qui n'empêche pas la détermination ni la volonté de frapper vite et fort si la situation l'exige. La tension a franchi un nouveau seuil un mardi soir, lorsque des sources du Pentagone ont confirmé, sous couvert d'anonymat, qu'un ordre de reconnaissance armée avait été donné. Des drones MQ-9 Reaper ont commencé à survoler discrètement certaines zones frontalières, collectant des images en haute résolution des batteries antiaériennes iraniennes. En retour, des essaims de drones Shahed 136, ces engins bon marché mais redoutablement efficaces,
ont été repérés en test au-dessus du désert central iranien, comme une démonstration de force à peine voilée. C'est à ce moment précis qu'une fuite provenant d'un des briefings secrets à Washington a atteint la presse. Un participant, non identifié, a confirmé que la Maison-Blanche avait examiné plusieurs scénarios, allant d'une frappe limitée contre une poignée d'installations jusqu'à une campagne aérienne prolongée sur plusieurs semaines. Le Pentagone, officiellement, a refusé de commenter, se contentant d'un communiqué évasif évoquant une posture de préparation face à des menaces persistantes. Mais dans les cercles diplomatiques, tout le monde a compris que le seuil de tolérance venait de changer. Puis, l'engrenage s'est emballé. Une frappe iranienne présumée contre un pipeline stratégique dans le nord de l'Irak a été attribuée à des milices proches de Téhéran. 2 techniciens américains ont été blessés. La réponse ne s'est pas fait attendre. Des chasseurs F-35 décollés du porte-avions ont frappé en pleine nuit 3 sites de défense anti-aérienne près de la côte iranienne. Les radars de surveillance ont été détruits. Un centre de commandement local touché. Officiellement, Washington a parlé d'une opération limitée de légitime défense. Téhéran a immédiatement dénoncé un acte de guerre. Les images qui ont suivi ont fait le tour du monde. Des quartiers résidentiels proches d'une base militaire à Bandar Abbas, endommagés par des débris de missiles interceptés. Des familles fuyant à pied, des enfants portés à bout de bras, des colonnes de fumée noire montant au-dessus des toits. Les autorités iraniennes ont annoncé, dans les jours suivants, l'évacuation de plusieurs quartiers proches d'installations sensibles, provoquant des scènes de panique dans les gares routières, des files interminables de voitures sur les routes menant vers l'intérieur du pays. On estime, selon des sources hospitalières locales difficiles à vérifier, qu'une quarantaine de civils auraient perdu la vie lors de cette première vague de frappes et plus de 200 blessés. 3 jours plus tard, la riposte iranienne est arrivée, précise et coordonnée. Une salve de missiles Fateh 110, tirés depuis des positions mobiles dans les montagnes du sud-ouest, a visé une base américaine au Qatar. La défense antimissile a intercepté la majorité des projectiles, mais 2 ont atteint leur cible, endommageant un hangar logistique et tuant 3 soldats américains. Simultanément, des tirs similaires ont visé une installation au Bahreïn, sans faire de victimes grâce à l'alerte précoce. En Irak, une base utilisée par des conseillers américains a également été touchée, provoquant la mort de 2 contractants civils. Et vous, honnêtement, en regardant ces images de civils qui fuient sans savoir où aller, pensez-vous vraiment que l'un des 2 camps est totalement dans son bon droit? Ou est-ce que cette guerre, comme tant d'autres, finit par rendre tout le monde coupable d'une manière ou d'une autre? Sur mer, la situation a basculé de manière tout aussi brutale. Des vedettes rapides des gardiens de la Révolution ont commencé à s'approcher dangereusement des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, un passage par lequel transite près d'un 5e du pétrole mondial. Des mines navales, attribuées à des unités iraniennes, ont été détectées près des voies de navigation, forçant plusieurs compagnies maritimes internationales à suspendre leur traversée. Un destroyer de classe Arleigh Burke, l'USS Cole II, a signalé avoir repoussé une tentative d'approche par 3 embarcations rapides, ouvrant le feu et coulant l'une d'elles. 5 marins iraniens auraient péri dans cet échange. Le prix du baril de pétrole a bondi de plus de 30% en quelques jours, provoquant une onde de choc sur les marchés mondiaux. Les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, observent la situation avec une inquiétude grandissante. Officiellement, elles appellent à la retenue. Officieusement, plusieurs diplomates rapportent des discussions urgentes sur le renforcement de leur propre défense anti-aérienne, de peur d'être entraînés, malgré elles, dans un conflit qui pourrait dépasser largement les frontières iraniennes. Au sol, des unités des forces spéciales américaines auraient mené, selon des sources non confirmées officiellement, une opération discrète contre un site de stockage de missiles près de la frontière irakienne, détruisant plusieurs lanceurs avant de se retirer par hélicoptère. Des chars et des véhicules blindés américains stationnés au Koweït ont été mis en état d'alerte, prêts à un déploiement rapide si la situation venait à s'aggraver encore. À Washington, le climat au sein même de l'administration est décrit comme électrique. Lors d'un nouveau briefing tenu à huis clos, plusieurs conseillers militaires auraient plaidé pour une extension immédiate des frappes, visant cette fois directement des sites liés au programme nucléaire iranien. D'autres, plus prudents, auraient averti que cela risquerait de transformer un conflit régional en un embrasement généralisé, impliquant potentiellement des puissances extérieures. Le président,
selon des sources proches du dossier, hésiterait encore, tiraillé entre la pression de son état-major et la crainte d'un engagement militaire dont personne ne peut prédire la fin. La communauté internationale, elle, retient son souffle. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel pressant à la désescalade, évoquant un risque réel de conflit régional incontrôlable aux conséquences humanitaires dévastatrices. La Russie a dénoncé ce qu'elle qualifie d'ingérence occidentale déstabilisatrice, tout en évitant soigneusement tout engagement direct. La Chine, de son côté, a appelé au dialogue tout en renforçant discrètement ses liens économiques avec Téhéran, consciente de l'importance stratégique du pétrole iranien pour sa propre économie. Plusieurs alliés européens de l'OTAN, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ont exprimé leur inquiétude tout en réaffirmant leur solidarité avec Washington, sans pour autant s'engager militairement. Il y a quelque chose de troublant dans cette attente collective, cette sensation que le monde entier retient son souffle en observant deux puissances avancer, pas à pas, vers un point de non-retour. Beaucoup de gens, ici en France, se souviennent encore des images des conflits précédents au Moyen-Orient, ces guerres qu'on regardait depuis leur salon, en se disant que jamais elles ne les toucheraient vraiment, avant de réaliser, des mois plus tard, leur effet sur le prix de l'essence, sur les vagues de réfugiés, sur l'équilibre fragile d'une région entière. Dans les jours qui ont suivi, les combats aériens se sont intensifiés. Un F-16 américain a été touché par un tir de défense anti-aérienne iranienne près de la frontière. Son pilote a réussi à s'éjecter et a été récupéré par une équipe de sauvetage héliportée après plusieurs heures de traque. Un Su-24 iranien, tentant une mission de reconnaissance au-dessus du Golfe, a été intercepté et abattu par un F-35 furtif sans que son pilote n'ait eu le temps de réagir. Les autorités iraniennes ont confirmé la perte de l'appareil, évoquant un acte de piraterie aérienne caractérisé. Le bilan militaire, à ce stade du conflit, reste difficile à établir avec certitude, tant les deux camps manipulent les chiffres à des fins de propagande. Les estimations les plus recoupées évoquent la perte de 4 appareils iraniens contre un appareil américain endommagé mais récupéré, la destruction de 2 vedettes rapides et d'un nombre indéterminé de lanceurs de missiles côté iranien, ainsi que des dégâts significatifs sur 2 navires marchands touchés par des mines dans le détroit d'Ormuz. Environ 60 militaires auraient perdu la vie côté iranien, contre une dizaine côté américain. Du côté civil, les chiffres sont encore plus incertains, mais plusieurs organisations humanitaires évoquent déjà plusieurs dizaines de morts et des milliers de déplacés dans les zones frontalières bombardées. Qui porte véritablement la responsabilité de cet engrenage? Ceux qui ont mené ces attaques discrètes au départ, en pensant pouvoir rester sous le seuil d'une réponse ouverte, ou ceux qui ont choisi de riposter par la force, sachant parfaitement que chaque frappe appelle une contre-frappe? C'est une question à laquelle, honnêtement, personne ne semble avoir de réponse simple, et c'est peut-être cela le plus inquiétant. Dans les dernières heures, selon plusieurs sources concordantes, un nouveau briefing d'urgence s'est tenu à la Maison-Blanche, réunissant le secrétaire à la Défense, la directrice du renseignement et plusieurs chefs d'état-major. L'objet de la réunion, décider si les États-Unis doivent franchir un nouveau seuil et viser directement les infrastructures nucléaires iraniennes, une option jusqu'ici mise de côté par crainte de ses conséquences incontrôlables. Aucune décision officielle n'a filtré. Mais les mouvements de troupes observés par satellite dans la région, l'arrivée d'un second groupe aéronaval mené par l'USS Dwight D. Eisenhower en direction du Golfe Persique, et le renforcement discret des bases américaines en Arabie Saoudite laissent penser que l'option militaire n'a jamais été aussi proche d'être activée. À Téhéran, la tension est palpable dans les rues. Des files se forment devant les stations-service, les banques limitent les retraits, et certains habitants racontent avoir déjà envoyé leurs proches vers des zones rurales plus sûres, comme leurs parents ou grands-parents l'avaient fait lors des conflits précédents. Cette peur, silencieuse mais bien réelle, rappelle à quel point les populations civiles sont toujours les premières à payer le prix des décisions prises loin d'elles, dans des salles sans fenêtres, autour de cartes couvertes de zones rouges. Alors que cette histoire continue de s'écrire, une question demeure suspendue au-dessus de tout le reste, comme une épée prête à tomber. La carte étalée sur cette table du Pentagone finira-t-elle par devenir la réalité du terrain, ou bien la raison, cette fois encore, parviendra-t-elle à retenir la main qui tient le stylo rouge? Et vous, en toute honnêteté, si votre pays se retrouvait un jour au bord d'un tel gouffre,
Préféreriez-vous savoir toute la vérité sur ce qui se prépare dans l'ombre, quitte à vivre dans la peur, ou préféreriez-vous l'ignorer en espérant simplement que la paix tienne encore un peu plus longtemps?